Bonjour à tous. Que vous soyez confinés ou que vous deviez continuer à travailler, on vit tous une période un petit peu particulière en ce moment, donc j'espère vraiment sincèrement que vous allez bien. Moi j'ai décidé de continuer à faire mes vidéos comme d'habitude parce que je pense que c'est le meilleur moyen peut-être de vous distraire ou de vous faire passer le temps ou juste de vous changer les idées dans ce climat qui est quand même, on va se le dire, assez angoissant actuellement. Alors aujourd'hui je vais vous parler de l'affaire Gable Toasty et de la mort de Warriana Wright. C'est un sujet que j'ai découvert il y a peut-être à peu près un mois sur le groupe de discussion du podcast de Distorsion. Donc du coup, merci beaucoup à la personne qui a partagé cette histoire parce que ça m'a vraiment donné envie d'en faire une vidéo. Comme d'habitude, je vous laisse vous installer bien confortablement, éteindre vos lumières et quand vous êtes prêts, c'est parti. Le 7 août 2014, Gable Toasty qui a 28 ans et Warriana Wright qui a 26 ans se rencontrent pour la première fois après avoir échangé des messages sur l'application de rencontre Tinder depuis à peu près une semaine, sachant que Warriana c'était une jeune néo-zélandaise qui se rendait en Australie pour une durée de 2 semaines afin d'assister à un mariage d'un de ses amis et en profiter pour faire du saut en parachute. Ce soir-là, les deux se rencontrent dans un bar où ils prennent une bière avant d'aller acheter de l'alcool puis de se rendre à l'appartement de Gable Toasty qui se trouve sur la plage de la station balnéaire Surfers Paradise. La soirée se poursuit normalement, ils continuent à boire de l'alcool, ils vont ensuite avoir des relations sexuelles et puis ils font des photos ensemble, des selfies sur le balcon. Warriana prend un de ses selfies, elle l'envoie à sa sœur sur Facebook en lui disant « Hey regarde, j'ai rencontré ce mec et en plus il ressemble à un des acteurs de sa série préférée Supernatural », donc elle a l'air plutôt heureuse. C'est la suite des événements qui est absolument effroyable et tout ça a été enregistré sur le téléphone de Gable Toasty parce qu'il avait une habitude assez bizarre, je dois dire, mais qui va être vraiment utile dans cette affaire, qui était d'enregistrer tous ses dates Tinder avec le dictaphone de son portable. Il existe une retranscription complète de cet enregistrement que je vais pas vous lire en entier du coup, mais que je vous ai mis en barre d'infos si jamais ça vous intéresse. C'est en anglais, mais vous pouvez soit assez facilement comprendre, soit utiliser un traducteur, et moi je vais vous faire un résumé de cette retranscription. L'enregistrement commence vers 1h du matin et on entend Gable et Warriana qui discutent, qui se servent à boire, ils écoutent du James Blunt, de la musique, etc. Ils ont une conversation un petit peu bizarre parce qu'à plusieurs reprises on entend Gable Toasty qui demande à Warriana de se calmer, il lui demande de rester, donc on pense qu'il y a probablement déjà eu des petits débuts de tension avant le début de l'enregistrement. Et si vous voulez, ça va un petit peu aller crescendo pendant toute cette soirée-là. Toute la retranscription de leur conversation est un petit peu difficile à suivre parce que je pense qu'ils étaient quand même pas mal ivres et du coup ils avaient des propos un peu décousus. Il y a des moments c'est assez confus en fait, donc on arrive en fait à comprendre certaines bribes. L'enregistrement est plutôt de bonne qualité donc on a plutôt tous les mots, mais par contre il y a vraiment des idées qui passent de ci à ça. Et voilà, je pense qu'ils étaient vraiment tous les deux pas mal bourrés à ce moment-là. Petit à petit, la conversation commence à glisser vers ce qui ressemble plus à une dispute. Visiblement, Warriana frappe Gable à plusieurs reprises et on l'entend d'ailleurs dire « je tape tout le temps les gens ». C'est quand même un petit peu spécial. Et si vous voulez, au début, quand on entend ces choses-là, c'est à mi-chemin entre la dispute et un espèce de jeu sexuel un petit peu SM parce que Gable il répond à ça, il a l'air plus ou moins de rentrer dans son jeu. Par exemple à un moment il lui dit « tu aimes me taper dessus comme un kiwi », ça c'est le surnom qui est donné aux néo-zélandais, donc voilà, on a l'impression que ça joue comme ça, mais petit à petit vous allez voir que ça commence à évoluer vers quelque chose de beaucoup plus négatif.
À 1h02 du matin, Warriena déclare être une psycho drunk, donc une folle ou tarée ivre, et elle prévient Gable de ne pas la chercher. Ce à quoi lui répond « Tais-toi ou je te fais encore jouir, tais-toi ou je te frappe ». Au cours de toute cette conversation qui n'a pas forcément toujours beaucoup de sens, il y a quelque chose qui revient régulièrement, c'est des références à la mort. Warriena, à un moment, elle dit qu'elle se sent prête à partir, prête à mourir, et juste après, elle dit « Je sais que tu veux me tuer puisque tu me l'as dit ». Puis après ils enchaînent sur autre chose, ils parlent de l'univers, ils parlent de mythologie, de dieu, de religion, etc. Et à 1h09, Gable Toasty prononce cette phrase qui est vraiment effroyable puisqu'elle est terriblement prémonitoire. Il dit « Je pense pas qu'il y ait quelque chose après. Tu meurs et c'est tout. Jette-moi du balcon et c'est fini. C'est fini. Boum. » Après ça, on entend Warriena dans l'enregistrement qui manipule des pierres décoratives qui étaient visiblement sur la table basse et Gable qui lui demande de ne pas y toucher. Elle lui répond alors « Tu es mort et je te hais ». Ensuite, elle enchaîne en parlant de son chien qui est mort visiblement. Et puis, elle continue et elle semble visiblement frapper le jeune homme puisque lui, on l'entend lui demander de se calmer en lui disant « Ne me fais pas de mal, je suis sans défense ». Et après ça, on entend comme des sortes de bruits de lutte. À 1h26, Gable Toasty déclare « Je devrais te raccompagner chez toi et arrête ». Ce à quoi Warriena répond « Oh mon dieu, tu es comme un chrétien ». Je suis pas sûre d'avoir compris cette phrase, à part peut-être à la limite « Oh mon dieu, tu te comportes un peu trop comme un saint ». Et elle continue « Ne sois pas un connard avec moi ». Gable Toasty continue à essayer de la calmer, il lui dit « Je n'ai pas envie de devoir te maîtriser physiquement, calme-toi, je n'aime juste pas être frappée ». Et ça continue comme ça pendant un petit moment, c'est-à-dire qu'elle semble visiblement essayer de le taper, lui essaye de faire redescendre la pression, il lui resserre à boire, la discussion elle continue, il y a vraiment des moments où ils se remettent à parler de sujets comme je vous ai dit un peu décousus, et c'est tout le temps à mi-chemin entre de la tension et puis finalement une conversation pas très cohérente. Vers 1h30 à peu près, c'est là qu'il y a un premier basculement dans le déroulement des événements parce que Warriena semble avoir un peu changé d'avis, elle a envie de rentrer chez elle et elle se met à chercher ses affaires qu'elle ne retrouve pas, notamment son téléphone portable, et on l'entend s'énerver. Où sont les affaires de ma sœur? Où sont toutes mes données? Où est mon iPhone? Et lui répond, est-ce que tu veux que je le fasse sonner? Là, la situation dégénère, ça semble un peu s'envenimer, on les entend carrément se disputer, et à 1h36, il y a plusieurs phrases que j'ai trouvées vraiment importantes. Gable qui va lui dire « Hey, je ne t'ai pas dit de partir, je t'ai demandé d'arrêter de me frapper. » Et elle répond « Tu as intérêt à me détacher, parce que je vais te détruire la mâchoire. Ce n'est absolument pas drôle, je vais appeler la police. » Lui répond « Qu'est-ce que tu veux? Où est passé mon argent? Comment vas-tu appeler la police puisque tu n'as pas ton téléphone ?» 1 minute plus tard, on entend Gable dire « Ton portable ne doit plus avoir de batterie », donc je pense qu'il a visiblement essayé de l'appeler pour le faire sonner. « Il doit être sur le balcon, s'il te plaît calme-toi, tu as vraiment trop bu. » Là quand même on a passé un stade et puis on entend des choses qui font vraiment se poser question. Est-ce que Warriena était attachée au moment où elle a prononcé cette phrase? En tout cas, elle a l'air vraiment très violente quand elle dit qu'elle veut casser la mâchoire de Gable, mais moi je me pose vraiment des questions. Est-ce qu'elle était attachée? Toujours est-il que à 1h40, elle semble avoir retrouvé son téléphone puisqu'elle dit à Toasty qu'elle s'en va en terminant par à une prochaine, ce à quoi il va lui répondre qu'elle est une drama queen, donc elle dramatise trop la situation, et là encore il lui demande de rester et de se calmer pour de venir s'asseoir avec lui pour discuter et pour mettre un peu les choses à plat. Il lui demande même de rester dormir toute la nuit, il lui propose de lui faire un petit truc à manger, et puis il déclare aussi que le lendemain il va avoir des bleus, et que voilà, et en gros il essaie un peu d'arranger les choses, il lui dit écoute moi je suis hyper tolérant, mais c'est vrai que t'es quand même un peu trop violente, donc il faut que tu te calmes. Après ça la situation paraît être un petit peu plus sous contrôle, on dirait que la pression est un peu retombée et Warriena elle demande à Gable si elle peut sortir sur le balcon pour aller admirer la vue, ce à quoi il lui répond ne saute pas ou quoi. Et il continue en lui racontant comme une histoire en disant que ouais, y a probablement des personnes avec des blouses blanches qui vont venir pour la chercher et qu'elle va chercher à s'enfuir en sautant par le balcon.
À 2h10, la situation dégénère à nouveau, on entend à nouveau des bruits de lutte, on entend Wariana qui dit « ça me fait vraiment mal au vagin » et Toasty qui rit. C'est très bizarre. Et ensuite, il y a visiblement une bagarre et Wariana jette les fameuses pierres décoratives dont je vous avais parlé sur Gable. Il y a aussi un espèce de très gros bruit lourd, donc visiblement elle aurait essayé de l'attaquer avec un télescope. Tout ça c'est ce qu'il nous a raconté puisqu'on entend juste des bruits de lutte évidemment. Et à 2h13, c'est là que vraiment je pense les choses changent parce que Gable Toasty change complètement de comportement avec elle. Donc il est 2h13 et il déclare « c'en est assez, c'en est assez. Tu n'es pas mon genre de fille, tu n'es plus la bienvenue ici, tu dois partir. » On entend Wariana qui est très essoufflée et qui là peut-être commence à vraiment prendre peur puisqu'elle essaye de calmer le jeu. Elle lui dit c'est bon, tout va bien, mais lui il continue à monter en pression et à lui demander de partir. Et c'est là qu'on va l'entendre être totalement différent de ce qu'il était pendant tout le reste de la soirée. Gable Toasty est vraiment très très énervé, il commence à la traiter de folle, il insiste vraiment pour qu'il parte et à 2h15 il déclare « Je pensais que tu plaisantais mais j'en ai assez, c'est vraiment des conneries. Tu as de la chance que je ne t'ai pas jeté du balcon, espèce de salope dégénérée. Pour qui te prends-tu » Suite à ça, l'enregistrement devient vraiment très confus, on ne sait pas exactement ce qui se passe. On entend principalement Gable Toasty qui continue à parler, qui répète plus ou moins ce que je viens de vous dire, et la respiration de Wariana, donc elle répond pas trop, parfois elle dit des petits mots, mais je sais pas, c'est bizarre vraiment, cette partie-là de l'enregistrement, je l'ai écoutée plusieurs fois, et personnellement j'ai l'impression que c'est comme si elle était bâillonnée ou qu'il l'empêche de parler, peut-être avec sa main sur la bouche, ou je ne sais quoi, et lui il continue à lui dire à la traiter de folle et à lui dire qu'il va la foutre à la porte, etc. Et à 2h17, donc encore quelques minutes plus tard, on entend Wariana qui gémit « Je suis désolée ». Mais lui il répond encore une fois qu'il s'en fout, qu'il veut plus rien savoir, qu'elle comprend rien et que vraiment il va la foutre à la porte. Et on entend à nouveau des bruits de lutte, donc je pense que potentiellement lui essaye de la maîtriser, elle peut-être réessaye de l'attaquer. Et c'est là qu'il y a la partie de l'enregistrement qui est vraiment l'une des deux parties de l'enregistrement qui est absolument la plus choquante parce que ça dure un certain temps. En fait on entend des bruits qui ressemblent très très fortement à... On a l'impression d'entendre Gable Toasty qui étrangle Wariana Wright. Je peux pas l'expliquer autrement. Franchement les bruits qu'on entend pour moi c'est clairement le cas, c'est clairement ça. Ça dure 45 secondes, donc c'est quand même assez long. Et donc on entend des bruits d'étouffement et lui qui continue à lui dire lâche ça, lâche ça, lâche ça. Donc visiblement Wariana avait quelque chose dans la main pour essayer de le taper. Et donc au bout de ces 45 secondes, on entend le bruit de l'objet visiblement lourd qui tombe. Et donc là, visiblement, lui qui se relève, une porte qui s'ouvre. Et Toasty qui continue à s'énerver, qui crie « Pour qui tu te prends ? Hein ? Pour qui tu te prends ?» Et là, on entend les cris de Wariana. C'est le deuxième passage très 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 dur de cet enregistrement. En fait, elle fait que crier « Non, non, non » de plus en plus fort. Et elle dit 2 fois « Laisse-moi rentrer chez moi, laisse-moi rentrer » à 2h20. Et ensuite, plus rien. On entend juste comme une grosse inspiration-expiration de Gable Toasty. Au même moment, à 2h20, donc au moment où il y a eu ces non, non, non et les laisse-moi rentrer chez moi, les voisins en dessous de l'appartement de Gable Toasty, donc ils ont entendu des bruits de lutte depuis un moment et ils se demandent vraiment ce qui se passe et ils voient les jambes de Wariana Wright qui pendent dans le vide devant leur baie vitrée à eux, juste avant qu'elle tombe du 24e étage. Mais l'enregistrement de Gable Toasty va aussi nous donner des informations sur ce qui se passe ensuite, puisque moins d'1 minute après 2h20 du matin, il passe un premier coup de téléphone à Michael Purcell, qui est un avocat qui, bien évidemment, au milieu de la nuit,
ne répond pas. On l'entend alors qu'il s'habille précipitamment et qu'il cherche ses clés. À 2h26, pendant ce temps, on entend des bruits de sirène en fond sonore en arrière et lui qui appuie sur les boutons de son ascenseur. Ensuite, on l'entend marcher. À 2h47, il passe à nouveau un appel à Michael Purcell qui ne donne toujours pas de nouvelles, qui ne répond pas. À 2h49, il prend des captures d'écran sur son téléphone, des photos de Warriena Wright et il essaye de l'appeler. À 3h10 du matin, Gable Toasty entre dans un Domino's où il va commander une part de pizza et où il s'installe pour manger. Puis un petit quart d'heure plus tard, à 3h23, il passe un coup de téléphone à son père qui répond et il lui dit « Salut papa, je crois que je me suis mis dans une mauvaise situation. Voilà, j'ai eu un rendez-vous avec une fille ce soir et elle est devenue assez agressive. Au début ça allait, tu vois, on a couché ensemble et puis on a continué à boire. On buvait tous les deux et je pense qu'elle pensait qu'elle blaguait, mais elle n'arrêtait pas de me frapper. Parce qu'elle était vraiment ivre, je l'ai enfermée sur le balcon et elle a peut-être sauté. » Son père répond « Oh non !» Et Gable continue. « Genre, j'ai marché aux alentours et il y a 1 million de flics autour de mon immeuble. Je suis foutue, je ne sais pas quoi faire. » Après ça, bon, ça c'est le début de la conversation, en fait il continue à se parler au téléphone, le père de Gable lui propose de venir le récupérer, donc il continue à parler au téléphone, puis ensuite on l'entend qui monte dans la voiture de son père et qui continue à lui raconter les choses en direct. Et voilà, ce qu'il répète beaucoup, c'est qu'il n'y est pour rien, qu'il n'a rien fait, qu'il l'a pas poussé. Et puis d'un seul coup, il se rend compte qu'il a le téléphone de Warriena qui est dans sa poche. Et donc il le dit à son père et il lui dit mais je sais pas ce qu'il fait là, je comprends pas. Donc voilà, il y a ce déroulement d'événements et en fait après ça, Gable Toasty passe plusieurs appels à Warriena. Il essaye de l'appeler à plusieurs reprises. Je ne sais absolument pas pourquoi. Je ne sais pas, peut-être le choc, peut-être que je sais pas, il voulait s'assurer que le téléphone ne sonnait pas, je ne sais pas. Je ne sais pas pourquoi il essaye de l'appeler. Et à la fin de cet enregistrement, donc, on entend toujours Gable Toasty qui parle avec son père et qui lui dit que voilà, lui il est pour rien, il jure qu'il a rien fait. Et il a l'air complètement sous le choc. Il comprend pas vraiment ce qui s'est passé et il a même finalement du mal à se rappeler tout le déroulement des événements. Il se pose même la question de savoir est-ce qu'il n'a pas tout imaginé. Donc voilà pour l'enregistrement et maintenant on va directement faire un saut de 2 ans pour en arriver au procès de Gable Toasty qui visait à déterminer s'il était coupable du meurtre de Warriena Wright ou s'il s'agissait d'un accident. Là évidemment vous vous en doutez, il y a eu 2 versions totalement opposées entre l'accusation et la défense. Pour l'accusation, c'était très simple, Gable Toasty avait eu un comportement durant toute la soirée tellement menaçant, tellement intimidant auprès de Warriena, surtout au moment où il décide de l'enfermer sur le balcon en refusant ses demandes de pouvoir rentrer chez elle, qu'il lui a fait trop peur et qu'il lui a pas laissé d'autre choix que d'essayer de s'enfuir en escaladant la rambarde du balcon et en essayant de passer sur le balcon des voisins d'en dessous. Donc ça revient plus ou moins à sa culpabilité et c'est un peu comme s'il l'avait poussé à sauter, donc ça le rend coupable du meurtre. Pour la défense, bien évidemment, la version est totalement différente, il s'agit d'un pur accident. Gable Toasty, s'il a enfermé Warriena Wright sur le balcon, c'était d'abord pour sa propre sécurité, puisqu'elle était très agressive avec lui, elle lui jetait des trucs, elle le frappait, etc. Donc il l'a mise sur le balcon juste pour essayer de la faire se calmer et peut-être éventuellement avoir le temps d'appeler la police. Et il était trop loin d'elle, il n'a pas eu le temps de réagir puisque visiblement elle aurait tout de suite enjambé la rambarde et serait tombée sans qu'il ait eu le temps de pouvoir essayer de la rattraper. Donc c'est un pur accident. D'ailleurs, comme on l'entend dans l'enregistrement, elle était quand même très très ivre et ça expliquerait en fait son comportement qui est absolument pas rationnel. On n'essaye pas de s'échapper d'un balcon du 24e étage quand on a toute sa présence d'esprit.
Au total, le procès aura duré 6 jours. Gable Tosti a plaidé non coupable et il a décidé de ne pas témoigner lors du procès. Finalement, le verdict a été rendu et Gable Tosti a été reconnu non coupable du meurtre de Wariana White et d'homicide involontaire. La famille de la victime a, elle, été extrêmement choquée par ce verdict, mais aussi par le fait que les enregistrements des derniers instants de la vie de Wariana avaient été rendus publics. C'est vraiment quelque chose qui les a profondément bouleversés et peinés, et c'est d'ailleurs pour ça que j'ai décidé de ne pas inclure ces enregistrements-là dans ma vidéo, puisque, comme je vous l'ai dit, certains passages ont fuité sur internet, mais je trouve que par respect pour eux, sachant qu'ils ont exprimé leur mécontentement là-dessus, c'est mieux de ne pas les avoir mis. Vous pouvez éventuellement les trouver sur internet si vous cherchez, mais je préfère laisser ça à la liberté de chacun. Par rapport à la décision qui a été prise par le jury, je tiens à dire que je comprends la décision qui a été prise. Franchement, moi personnellement j'ai des doutes sur certains comportements de Gable Tosti, notamment au moment de l'étranglement, parce que je pense vraiment que ça a dû arriver, malgré le fait que lui il est complètement nié, etc. Je pense que effectivement il s'est complètement emporté et qu'il a pu devenir violent avec elle. Par contre, je pense qu'on n'a clairement pas suffisamment d'éléments pour pouvoir prouver sa culpabilité et dire qu'il l'a réellement poussée. Donc, si vous voulez, c'est vraiment une situation compliquée, mais je comprends la décision et le verdict de non-culpabilité qui a été rendu. Gable Tosti, comme je vous l'avais dit, il a pris la décision de ne pas témoigner au moment du procès et en fait il est vraiment resté très très silencieux pendant toute cette période-là, donc on n'a jamais vraiment connu sa version des faits. Et finalement il a pris la parole sur internet, il a posté un long message où il a décidé d'expliquer et de répondre à plein de questions que les gens se posaient parce qu'il se rendait compte en fait que le fait de ne pas parler c'était encore pire et ça l'incriminait entre guillemets encore plus. Donc je vais vous reparler de certains points, certaines questions qui se sont posées et vous décrire quelle a été la réponse que lui y a apportée. Déjà, première chose, comme je vous l'ai dit, il nie totalement le fait d'avoir étranglé Wariana Wright. Lui, il dit que les bruits qu'on entend dans l'enregistrement à ce moment-là, c'est vraiment des bruits de lutte où il essayait de la maintenir un peu écartée parce qu'elle cherchait à le frapper avec ce fameux objet, visiblement un télescope. Et voilà, que c'est ces bruits-là qu'on entendait. Faut savoir qu'au moment du procès, il y a une experte qui a témoigné, qui a fait une autopsie du corps de Wariana et qui affirme qu'il n'y a pas de preuves comme quoi elle aurait été étranglée avant sa mort. Ça veut pas dire que c'est pas le cas, mais il n'y a pas de preuves en tout cas. À la question que plein de personnes se posent, pourquoi est-ce que Gable a décidé d'enfermer Wariana sur un balcon, ce qui est visiblement beaucoup plus dangereux pour une personne ivre que de simplement la mettre à la porte. Lui, il dit qu'au moment où la dispute a complètement éclaté et où ils commençaient à se battre, ils étaient vraiment juste à côté de la baie vitrée qui donne sur le balcon et que c'était beaucoup plus éloigné de la porte d'entrée. Donc c'est pour ça en fait, c'est juste que c'était plus simple et plus facile parce que quand même elle se débattait beaucoup, elle luttait et donc du coup il aurait beaucoup plus eu du mal à l'entraîner jusqu'à la porte sans éventuellement se faire frapper. C'est pour ça qu'il a fait comme ça et puis lui s'était visiblement dit que le fait de la mettre sur le balcon ça allait peut-être lui faire un peu prendre l'air, l'aider à se calmer et puis que ça lui laissait un peu de temps, soit pour attendre qu'elle se calme, soit si c'était pas le cas pour pouvoir continuer à voir ce qu'elle faisait et éventuellement appeler la police. Qu'est-ce qui s'est passé très précisément au moment de la chute de Wariana? Lui il déclare: je n'aurais jamais pu imaginer ce qui se passerait ensuite. Après avoir fermé la porte, j'ai tourné le dos pendant environ 10 secondes. Et quand je me suis retournée, j'ai eu une fraction de seconde pour apercevoir Wariana de l'autre côté de la rambarde avant qu'elle ne disparaisse. Elle n'a jamais essayé de rentrer, de cogner à la porte ou même de crier pour m'alerter ou alerter les voisins. Elle a escaladé le rebord sans avertissement. J'étais trop loin pour réagir. À ce point, je ne savais pas si elle était tombée ou si elle était descendue sur le balcon d'en dessous. Tout ce que je savais, c'est qu'elle n'était plus là. C'est pas comme si je l'avais enfermée là et laissée pendant des heures, j'étais incrédule. Et il explique aussi qu'il n'est pas retourné sur le balcon pour essayer de se pencher et voir ce qui se passait en dessous parce que tout de suite il a eu peur en fait que quelqu'un puisse éventuellement le voir de l'extérieur et penser que c'était lui qui l'avait poussé. Il explique également que s'il a appelé un avocat directement plutôt que d'appeler une ambulance, c'est parce que se situant au 23e étage,
il savait que si elle était tombée, de toute manière c'était foutu, et du coup pour lui c'était la réaction la plus appropriée et la plus logique. Il dit également qu'il n'a pas du tout cherché à fuir son appartement, contrairement à ce qui a beaucoup été dit, que ce qu'il a fait c'est que donc il a pris l'ascenseur, il est descendu, et quand il est arrivé en bas il a vu les lumières des ambulances, et c'est donc là qu'il a compris que c'était très très grave et que c'était peut-être trop tard, et que comme il était complètement désemparé et lui-même ivre, il avait besoin de partir juste parce qu'il avait besoin de conseils de la part de son avocat et du coup après de son père, et c'est pour ça qu'il a marché, et que finalement au bout d'un moment, comme il était pas bien, il a décidé d'aller manger une paire de pizza parce que voilà, il était trop bourré et qu'il fallait qu'il mange un truc pour essayer de faire un peu redescendre toute la pression et l'alcool. Donc lui il explique que contrairement à ce qui a été dit, il n'est pas du tout allé manger sa petite pizza complètement froidement, et que vraiment il était très paniqué. Je tiens bien à rappeler que je suis en train de vous expliquer ce que lui a dit. Je dis pas que c'est réellement vrai et que c'est vraiment comme ça que ça s'est passé et vraiment ce que lui a ressenti. Je vous résume simplement en fait sa réponse à différentes questions et différentes accusations. C'est comme ça que lui présente les choses. Mais je dis pas que c'est forcément vrai, je préfère être bien claire. Il répond aussi à cette fameuse question qui a beaucoup été posée, c'est pourquoi est-ce qu'il a enregistré cette fameuse soirée, parce que clairement sans l'enregistrement c'était sûr et certain qu'il aurait été accusé de l'avoir poussé, donc c'est quand même hyper arrangeant qu'il y ait eu cet enregistrement qui nous permet de comprendre en fait un peu tout le déroulement de la soirée, et que c'était visiblement elle qui était particulièrement agressive. Donc lui il dit que en fait c'était une habitude qu'il avait, à chaque fois qu'il buvait beaucoup il lançait le dictaphone de son téléphone et il enregistrait toute sa soirée pour pouvoir éventuellement se rappeler si jamais il avait un trou de mémoire le lendemain, savoir ce qui s'était passé, et aussi parce que ça lui était déjà arrivé d'avoir des problèmes quand il était bourré et pas bien savoir les gérer, et éventuellement je pense qu'il essayait de se protéger au cas où il soit accusé d'avoir fait quelque chose pendant qu'il était bourré. Ça lui était déjà arrivé visiblement d'avoir des problèmes avec la police, et du coup il avait pris cette habitude là d'enregistrer un peu tout ce qu'il faisait tout le temps, comme pour éventuellement voilà, pouvoir avoir des preuves si jamais il en avait besoin. Alors pour essayer de comprendre un petit peu plus toute cette histoire là, je vais aborder quelques petits éléments du profil psychologique de Gable Tosti. Il n'y a vraiment pas beaucoup d'éléments, je vais être honnête, j'ai quand même beaucoup cherché, beaucoup creusé. On ne sait pas forcément beaucoup de choses, mais je vais quand même vous dire ce que j'ai trouvé et puis on va voir ce qu'on peut éventuellement en déduire. Déjà ce qu'on sait et ce que je viens de vous dire, c'est qu'il y a eu plusieurs antécédents, il a eu plusieurs antécédents avec la police pour notamment des consommations excessives d'alcool, etc. et donc des comportements pas très polis on va dire, mais rien de particulièrement alarmant non plus. Je veux dire, il n'a pas des antécédents de violence spécialement connus. Après la mort de Mariana, Gable Tosti, il a énormément été critiqué, il a été dépeint dans la presse dans plein d'articles comme un véritable monstre. Ça lui a construit toute une réputation de mec absolument horrible, et je dois dire que certains de ces articles-là n'étaient quand même pas vraiment très objectifs. J'en ai lu certains, et par exemple à un moment il y en a un qui lui reprochait de préférer jouer au ping-pong et au golf plutôt que rugby. Genre, c'est quelqu'un qui est un peu solitaire et qui fait des trucs et qui fait pas des trucs en équipe. Il y en a d'autres qui lui reprochaient aussi que c'était un simple poseur de moquettes et qu'il vivait dans un appartement qui était payé par ses parents qui étaient riches. Donc comme si finalement il avait zéro mérite. Enfin, vous voyez ce genre d'arguments là qui sont pris par la presse. Je veux dire, pourquoi aller creuser et chercher ce genre de choses? Je veux dire, ça fait pas de lui un criminel en fait, le fait de préférer les jeux, les sports en solo ou d'avoir un appartement payé par ses parents, enfin bref. Cela dit par contre, ce qui est quand même un peu plus intéressant je pense et qui peut peut-être nous donner des éléments pour mieux comprendre sa psychologie, c'est qu'il y a pas mal de filles qui ont témoigné et qui ont montré des messages qu'elles avaient reçus de lui sur l'application Tinder, et ce qu'on voit c'est que quand même
il avait tendance à beaucoup envoyer de messages à des filles et des messages qui étaient particulièrement... comment on pourrait dire ça, un peu sexuellement agressif, c'est-à-dire qu'il essayait pas forcément beaucoup de draguer et tout de suite il disait tiens je te ferai bien ça, je te ferai des trucs sales, etc. Je pourrais te menotter, t'attacher. Il y avait ce côté extrêmement macho, extrêmement viril et un peu agressif dans sa manière d'aborder les filles. Et d'ailleurs il y a aussi un commentaire de lui qui a été retrouvé, qu'il avait posté avant les événements évidemment, sur un forum de musculation où il s'était plus ou moins vanté et en même temps il avait raconté une anecdote à propos du fait qu'il avait ramené une fille de 21 ans chez lui et qu'ils avaient commencé un peu à flirter et qu'au moment où il avait essayé de la prendre, de la soulever pour la ramener à l'intérieur puisqu'ils étaient sur le balcon, elle avait vraiment pris peur et elle s'était enfuie. Donc on comprend qu'il a probablement dans sa manière d'être avec les femmes des comportements qui peuvent éventuellement leur faire peur, les mettre mal à l'aise. Il a une espèce d'agressivité sexuelle qui semble quand même revenir beaucoup. Et ça, moi, ça m'a vraiment fait penser à quelque chose qu'on retrouve chez beaucoup de criminels. C'est, vous savez, cette espèce de double personnalité, de deux faces qui coexistent dans un même homme. D'un côté, on voit le Gable Toasty qui est quand même calme et attentionné et qui prend soin de Warriena alors qu'elle est complètement bourrée et qu'elle le frappe. Et puis, il y a ce revirement de situation où il y a une autre personnalité qui ressort et qui est extrêmement menaçante, extrêmement violente, potentiellement qui peut étrangler, voire même pousser d'un balcon, je ne sais pas. Et on sent qu'il y a ces deux choses-là qui existent chez lui et comme je vous le dis, c'est quelque chose qu'on voit chez beaucoup de criminels. Alors moi personnellement, mon avis sur cette affaire, il est vraiment très très partagé, hein. Comme je vous l'ai dit, on ne sait pas exactement ce qui a pu se passer. Avec les preuves qu'on a, c'est difficile de prouver qu'il peut être coupable. Maintenant, est-ce que réellement je le pense complètement innocent? Non, pas vraiment. Comme je vous l'ai dit, je pense qu'il est vraiment totalement capable de l'avoir étranglé. Je pense que c'est vraiment ce qu'on entend sur l'enregistrement. Je peux pas savoir, moi j'y étais pas, je peux pas savoir, mais je l'ai écouté et c'est vraiment l'impression que j'ai. Je suis quand même vraiment très perturbée par le comportement de Gable Toasty dans les dernières minutes avant la mort de Warriena. Comme je vous l'ai dit, il y a un vrai retournement de situation. Lui qui était assez calme jusque-là, on l'entend qui d'un seul coup est vraiment très énervé et je me demande s'il n'y a pas quelque chose qui a complètement vrillé en lui à ce moment-là. Je me pose des questions. Est-ce qu'il n'aurait pas été capable de l'étrangler comme je vous le dis et puis peut-être même de la pousser par-dessus le balcon ou en tout cas de vouloir lui faire peur en la mettant au-dessus et puis finalement au dernier moment elle glisse. Enfin je sais pas, il y a tout un tas de possibilités dans ma tête. Mais vraiment quand on voit la personnalité qu'il a qui est quand même particulièrement macho, je vous dis ça par ses comportements qu'il a eu avec des femmes mais aussi par tout un tas de choses qu'il a pu laisser sur internet, etc. Je me dis est-ce que peut-être que finalement le fait de se faire frapper par une femme ça l'a complètement fait craquer, il a pété un câble et puis c'est vraiment emporté. Je pense pas du tout qu'il y ait eu de préméditation si jamais il est réellement impliqué dans cette histoire. Par contre je peux pas m'empêcher de penser que c'est possible qu'il lui ait vraiment soit fait très peur comme ça a été évoqué au moment du procès et que ça l'ait conduite à chercher à s'enfuir ou alors qu'il l'ait potentiellement poussée. Parce que je tiens à le rappeler quand même, juste quelques minutes avant que Warriena tombe, on l'entend lui dire des phrases extrêmement violentes et tu as de la chance que je ne t'ai pas encore jeté par le balcon. Ça oblige vraiment à se poser des questions. Est-ce que peut-être éventuellement, vraiment sous le coup de la colère, sans qu'il y ait une préméditation, il s'est complètement emporté et il l'a poussée exactement comme il venait de la menacer? Je sais pas.
d'un autre côté, je me dis aussi que de ce qu'on entend dans l'enregistrement, Warriana était vraiment très ivre. Ça a été d'ailleurs confirmé par des examens sanguins qui ont été faits, qui ont donc prouvé qu'elle avait quand même pas mal d'alcool dans le sang. Par contre, elle n'avait pas pris de drogue ou quoi que ce soit d'autre, donc il n'y a vraiment que l'alcool qui peut expliquer son comportement. Et en fait, voilà, on voit que c'est quand même une fille qui est très impulsive, qui est violente et qui peut-être sous le coup de l'alcool fait une erreur, c'est-à-dire effectivement elle a peut-être pris peur parce que Gable s'était énervé et peut-être qu'elle s'est imaginé qu'il pouvait faire des choses pires que ce qu'il avait fait et que du coup en cherchant à s'enfuir elle a décidé d'escalader la rambarde et puis elle tombe du 24e étage. La théorie de l'accident n'est pas du tout impossible non plus, enfin je veux dire, dans cet enregistrement on entend bien que tous les deux ils sont pas tous leurs esprits et toutes leurs facultés, donc du coup c'est tout à fait possible aussi que juste elle se soit dit je vais escalader, je vais descendre la rambarde et puis passer sur le balcon d'en dessous et puis qu'elle ait lâché et qu'elle soit tombée. C'est pas impossible du tout non plus. En tout cas il y a vraiment une chose que je trouve particulièrement bizarre, particulièrement étrange dans tout le déroulement de cette soirée. Je pense que forcément vous avez dû le remarquer vous aussi en écoutant cette vidéo. C'est le nombre de fois où il a été fait référence au fait de tomber du balcon. Je ne sais vraiment pas quoi penser de ça. Pourquoi est-ce que c'est un sujet qui est revenu à plusieurs reprises en fait, à plusieurs moments différents en plus de la discussion de la soirée. Je sais que c'est possible qu'il y ait des hasards complets, que ce soit finalement juste une malheureuse coïncidence, mais quand même c'est vraiment étrange. Je sais pas ce que vous en pensez, mais je trouve que c'est vraiment bizarre le fait qu'il y ait toutes ces références au fait de tomber du balcon. Alors, comme je vous le dis, ça peut être une coïncidence. J'ai aussi une autre hypothèse, alors je dis pas que c'est mon hypothèse principale, mais c'est une hypothèse qui part un petit peu loin, donc voilà, je veux pas dire que c'est mon hypothèse principale, mais j'ai vraiment pensé à ça en fait quand je lisais cette retranscription. Ça m'a vraiment fait penser en fait à ce qu'on appelle de l'induction. C'est quelque chose qu'on utilise par exemple en hypnose et aussi beaucoup en marketing par exemple pour en fait rabâcher une idée à quelqu'un pour que finalement en fait automatiquement s'il a un petit peu plus ça à l'esprit et bien l'action qui suive derrière soit faite, ou en tout cas qu'il ait plus tendance à s'orienter vers tel type de réponse parce que on lui a un petit peu suggéré à plein de reprises. Et je me dis, est-ce que, bon, juste en fait ils ont parlé de ça à plusieurs reprises et du coup c'est ça qui a fait qu'une fois qu'elle s'est retrouvée sur le balcon, elle a tout de suite pensé à passer la rambarde pour essayer de s'enfuir parce qu'elle s'était un petit peu conditionnée là-dedans. Ou est-ce que éventuellement, là je vous dis je pars peut-être un peu loin, mais est-ce que éventuellement Gable Toasty aurait pu la manipuler pour l'orienter vers ce genre de réaction là et pour la pousser à passer par-dessus le balcon? Je sais pas, mais vraiment le fait qu'ils en aient parlé aussi souvent dans la conversation, ça me pose énormément de questions. Bon, et puis du coup je vais terminer avec ce qui est devenu Gable Toasty. Il faut savoir qu'il a changé de nom, il s'appelle désormais Eric Thomas. Je sais pas si c'est un changement de nom uniquement au niveau des réseaux sociaux ou s'il l'a vraiment fait officiellement, mais bon, j'imagine qu'avec ce nom c'était quand même un petit peu difficile de passer inaperçu et de se faire oublier. Il n'y a pas énormément de choses à dire, mais il y a quand même deux accrochages dont j'ai trouvé mention dans la presse qu'il faut quand même signaler. D'abord en février de l'année dernière, donc en 2019, Eric Thomas a contacté la police pour signaler le fait qu'il y avait une femme qui l'avait agressée. Donc la police est intervenue et cette femme-là, elle a été hospitalisée dans un centre pour subir des examens psychiatriques qui n'ont pas donné suite. Voilà. Et puis là c'était assez récemment puisque c'était au Nouvel An, passage de 2019 à 2020. Il y a eu une autre chose un peu, encore une fois un petit accrochage. Gable Toasty, donc Eric Thomas, j'ai du mal à m'y faire, était donc chez
une fille qu'il avait rencontrée sur Tinder. Il passait la soirée là-bas, il a visiblement beaucoup bu et pendant la nuit, vers 4 h du matin, cette fille-là, elle a appelé la police en leur demandant de venir le chercher parce qu'il y avait ce mec qui était chez elle qui la mettait extrêmement mal à l'aise. Et bon, visiblement en fait, il aurait beaucoup bu pendant la soirée et il aurait fini par parler de son passé. Donc elle aurait fini par comprendre qui c'était, elle a fait des recherches sur internet et quand elle a compris qui c'était, elle a pris vraiment peur et elle a pas voulu le mettre à la porte toute seule et c'est pour ça qu'elle aurait appelé la police. Donc si vous voulez, je sais pas exactement ce qui s'est passé dans la soirée mais je pense pas forcément qu'il ait été agressif envers elle ou tout ça. C'est juste que elle savait pas qui il était vraiment. Du coup elle a pris peur. Je peux comprendre tout à fait que lui il cherche un peu à avoir une vie à nouveau normale, à nouveau rencontrer des filles et que du coup bon bah il se vante pas de ce qui s'est passé. Je peux comprendre aussi à propos de ce qui s'est passé avec cette femme qui l'a agressée, que peut-être il y a des personnes qui continuent à lui en vouloir, à penser qu'il est coupable et que du coup voilà c'est possible qu'il se fasse agresser. Mais bon, je trouvais ça intéressant de voir que toujours dans ces relations avec les femmes il y a visiblement encore pas mal d'histoires de tension, etc. Même si on peut pas non plus nier le fait qu'avec ce qu'il a vécu, avec son passé, avec sa réputation, ça ne m'étonne pas qu'il ne puisse pas non plus avoir des relations tout à fait classiques et que forcément il doit y avoir des moments où il y a des personnes avec qui ça frictionne, on va dire. Donc voilà, la dernière chose que je voulais vous dire par pure transparence, c'est que en fait en faisant toutes mes recherches, et ça explique un petit peu pourquoi cette vidéo sort avec un petit peu de retard, parce qu'elle aurait dû sortir hier, finalement elle sort que ce soir, c'est que en fait j'ai essayé de contacter Gable Toasty, je lui ai envoyé un message il y a quelques jours et j'attendais au maximum de voir si je pouvais obtenir une réponse de sa part. Il ne m'a pas répondu, je ne sais pas s'il le fera ou pas. J'ai essayé voilà, d'entrer en contact et de lui poser une question, voir si éventuellement il aurait envie de me répondre. C'est pas le cas pour l'instant, je vous tiendrai au courant évidemment si jamais il me répond. C'est vraiment bizarre, je sais pas pourquoi est-ce que j'ai eu cette espèce d'impulsion d'essayer de le contacter, mais j'ai réussi en fait à le trouver sur un réseau social et du coup j'ai eu envie d'essayer, juste pour voir. Je sais pas trop quoi en penser moi-même, mais voilà, je vous tiendrai au courant si jamais éventuellement un jour je reçois une réponse de sa part et qu'il y a un échange quel qu'il soit finalement, je vous le dirai. Mais voilà, je vous ferai une vidéo update si jamais c'est le cas. Et puis je trouvais que c'était important quand même d'être totalement honnête et de vous dire ça maintenant. Donc voilà, écoutez, j'en ai terminé avec cette histoire. Je sais pas ce que vous en avez pensé. Moi personnellement, c'est une histoire qui m'a vraiment traumatisée. Peut-être parce que j'ai écouté les enregistrements et que finalement je le regrette, mais d'un autre côté je pouvais pas faire cette vidéo correctement sans les avoir écoutés. Je tiens vraiment à vous dire, je sais que forcément vous allez être très curieux, vous allez avoir envie d'aller les écouter, d'aller lire la retranscription, etc. Faites quand même attention, c'est très très perturbant, c'est vraiment affreux. Ces enregistrements sont vraiment affreux, donc voilà, faites attention, n'allez pas les écouter juste comme ça, prenez pas ça à la légère. Voilà, je juge pas le fait d'aller les écouter ou pas, moi je suis honnête, je l'ai fait donc j'ai rien à vous dire, mais prenez pas ça à la légère. Vraiment moi ça m'a beaucoup bouleversée et j'en suis pas encore remise là, et ça fait quand même plusieurs semaines que je les ai entendus, donc voilà. Écoutez, sinon j'espère quand même que cette vidéo vous a plu, même si vous savez que quand je dis ça, je parle pas de ce que je vous ai raconté et du sujet, mais plus de la vidéo en elle-même, que vous avez peut-être découvert cette affaire ou que vous la connaissiez et que dans ce cas-là je vous ai apporté des petites informations supplémentaires. Merci à toutes les personnes qui comme d'habitude prennent le temps d'aller regarder des publicités sur Utip. Pour moi, c'est absolument adorable. Merci à vous de prendre de votre temps pour faire ça. J'espère vraiment que vous allez bien, que vous prenez soin de vous, que vous restez chez vous. Je sais que c'est super important de le dire et qu'on est plein de personnes à le dire et qu'il y a des gens qui continuent à pas comprendre.
Vraiment, je comprends pas les personnes qui ne comprennent pas. Restez chez vous, c'est pas si compliqué quand même. Vous pouvez en profiter pour faire tout un tas de choses, pour regarder des vidéos, pour lire, pour regarder des séries, pour créer des choses, pour vous rapprocher de plein de personnes à qui vous prenez pas assez le temps, finalement avec qui vous n'échangez pas aussi souvent que vous le voudriez. Faites-vous des Skype, faites-vous des appels, mais restez chez vous, je vous en prie, c'est vraiment très important. Voilà. Ça y est, j'ai terminé, je vous fais plein de gros bisous, je vous dis à très vite pour une prochaine vidéo et puis en attendant, n'oubliez surtout pas de rallumer vos lumières. 1, 2, 3, 4.